Oui, bonjour à tous. Donc du coup, on est venu vous parler donc de notre méthode de coaching qu'on a mis en place et qu'on a éprouvé à la Société Générale. Et donc le seul prérequis à la présentation d'aujourd'hui, c'est la bienveillance envers ses collègues de travail. On va vous parler de ça tout de suite. Ok, donc moi je suis Nicolas, je suis un vieux dev, ça fait 20 ans que je code, je suis aussi mari et papa, et depuis 2 ans je suis coach. Donc voilà, on a fait du coaching pendant 2 ans et demi à la Société Générale. Alors moi c'est Aurélie, donc j'ai commencé à travailler à la Société Générale là, en début d'année. Donc j'étais la coachée de Nicolas pendant 9 mois. Et donc on est aujourd'hui donc venu vous faire la présentation. Donc on va vous expliquer ce que c'est notre système de coaching, comment on l'a mis en place, comment on l'a éprouvé, amélioré et donc voilà, notre connaissance, ça n'a pas été mis, enfin on n'a rien trouvé de similaire dans d'autres entreprises de notre style. Donc on va vous présenter ce que c'est, pourquoi on l'a fait, tous les avantages que ça apporte et comment ça se déroule surtout. Ok, moi on m'a parlé de coaching, on m'a proposé d'avoir un coach il y a 3 ou 4 ans. J'en voyais pas l'intérêt parce que pour moi un coach c'était ça. Je me suis dit que c'était pas forcément utile pour moi en tant que développeur. Et en fait, un coach c'est pas forcément ça. Alors nous, ce qu'on entend par coaching, c'est bien de retenir la notion d'aide. C'est formaliser cette notion pour aider une personne, donc le coaché, à atteindre ses objectifs. Donc pour nous, c'est se poser la question de comment on va faire sortir les coachés de leur zone de confort pour les aider à progresser. Donc concrètement, les détails du concept, c'est donc de faire un point d'une demi-heure chaque semaine, un point de synchronisation, donc c'est une discussion à plat, où la bienveillance est de mise et on va pouvoir discuter vraiment à deux. Le coach et la coachée, ils n'ont pas forcément de lien hiérarchique, mais en tout cas, ils n'en ont pas pendant la séance. Et on va parler donc à la fois des objectifs pro, mais aussi des objectifs perso. Et ce n'est pas forcément en lien avec les besoins de l'entreprise. Et on recommence chaque semaine, on itère comme ça, en se fixant toujours des nouveaux objectifs lorsqu'on les remplit au fur et à mesure. Donc on va vous expliquer maintenant comment on en est venu à faire ça et d'où est-ce que ça vient. Alors, moi quand j'ai commencé à être développeur, ma première mission c'était chez Alinea. Je sortais de l'école et j'ai été vendu comme expert Delphi. Et donc je me suis retrouvé tout seul dans le bureau d'un chef de projet, sur un PC qui était même pas relié à internet. Ça a duré 3 mois, ça a été long. Après j'ai quitté la société de service pour laquelle j'étais et je suis arrivé à la Société Générale. J'ai mis 3 semaines à avoir mon premier ordinateur. Et moi j'ai appelé mon commercial en lui disant je comprends rien, on me donne rien à faire, j'ai rien à faire, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, je comprends rien du tout. Et mon commercial m'a répondu non mais t'inquiète pas, à la Société Générale il leur faut 6 mois. Enfin, tu vas rien produire avant 6 mois, ils attendent rien de toi avant 6 mois. J'ai fait bah ouais mais moi je veux apprendre des choses, je veux produire quelque chose. Bon. Et donc au bout de 6 mois, j'ai quand même réussi à finir par faire un peu de code, j'étais content. Et quelques années plus tard, en fait, j'ai eu à encadrer un stagiaire. L'encadrement de ce stagiaire s'est pas bien passé, parce que j'ai pas du tout formalisé les échanges, parce que je savais pas quoi faire avec un stagiaire, ni quoi lui donner à faire. Donc ça s'est pas forcément très bien passé, il a eu des problèmes de motivation, donc c'était un bilan plutôt mitigé. Bon, il a eu son diplôme, tout s'est bien passé quand même au final, mais c'était pas ce que j'attendais d'un stage, quoi. Et quand on m'a donné mon deuxième stagiaire, je me suis dit qu'il fallait que je mette un cadre autour de tout ça. Donc j'ai juste mis une réunion hebdomadaire de 30 minutes pour qu'on essaye de se donner des objectifs, enfin en tout cas que lui se donne des objectifs et que j'essaye de le motiver à les atteindre. Donc c'est comme ça que c'est parti. Alors moi de mon côté du coup avant d'arriver à la Société Générale j'ai fait des stages et une alternance.
Donc j'ai commencé à faire mon premier vrai stage, c'était un stage en start-up, donc qui, comme beaucoup de start-up, tourne avec des stagiaires. Donc on s'est retrouvés à 2 stagiaires à devoir faire tout le code et à être pas vraiment encadré en fait, parce que le CTO était pas du tout disponible. Et donc en fait, j'ai beaucoup appris, mais le truc c'est que j'ai appris dans la douleur, parce que des fois on passait une après-midi entière bloqué sur une erreur toute bête, ou si on avait eu quelqu'un à côté, donc un coach en l'occurrence, pouvoir aller le voir, il aurait pu nous aider, nous expliquer, et on aurait pu apprendre de façon un peu plus efficace. Ensuite, je suis allée en alternance dans une agence web en me disant que là je serais plus encadrée, que j'aurais des référents techniques disponible. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. Que, en fait, très vite, je me suis ennuyée parce qu'on me donnait toujours les mêmes choses à faire. Et comme je faisais de l'exécutif, on ne me donnait pas des choses pour me challenger, pour essayer de me dépasser techniquement, d'apprendre de nouvelles choses. J'ai aussi fait du freelance pendant que j'étais en études. Et là, j'aurais de même aimé avoir quelqu'un en fait, avec qui je pouvais discuter de technique, avec qui, qui aurait pu m'expliquer des choses, parce que je travaillais toute seule de chez moi. Donc quand je suis arrivée à la Société Générale, en fait, on m'a proposé de faire du coaching, et donc j'ai immédiatement accepté, et ça m'a permis d'apprendre très vite et sans douleur, et donc de ne pas m'ennuyer. Voilà. Donc pour les avantages maintenant de notre coaching. Ok, donc ça a des avantages pour le coach, ça lui permet de se sociabiliser, parce que j'ai pas que la tête d'un ours. Ça lui permet aussi de suivre l'évolution des coachés. Moi, au début de l'année, il y a eu 5 nouveaux développeurs qui sont arrivés dans le service. Et étant le dev le plus senior, j'avais besoin de savoir où est-ce qu'ils en étaient dans leur apprentissage et de savoir ce que je pouvais leur donner à faire. Ça m'a vraiment aidé de les voir toutes les semaines et de les coacher pour savoir ce qu'eux étaient capables de faire. Ça donne un sentiment vraiment d'être utile par rapport à un nouvel arrivant où on a vraiment l'impression de se sentir utile. Et puis ça apprend aussi à connaître les gens. Alors, du point de vue du coaché, ça permet de s'intégrer plus rapidement. Au contraire de Nicolas, moi, quand je suis arrivée dans ce service-là, Société Générale, on m'a dit avant il fallait 6 mois, maintenant on prend 3 semaines à être efficace. Au bout de 2 semaines, j'étais quasiment autonome, j'avais un projet sur lequel je travaillais. Donc du coup, l'intégration est vraiment plus rapide et puis on ne se sent pas laissé à l'abandon. Quand on arrive, on a une personne référente, donc on a une tête qu'on connaît, qu'on peut aller voir si on a un problème, si on a une question. Et de même, du coup, on reste jamais bloqué. Dès que j'ai un problème sur mon code, je peux appeler Nicolas à la rescousse et il va m'expliquer en fait comment je peux me débloquer plutôt que me débloquer. Ça me permet de progresser plus vite. Du coup, on gagne en confiance en soi et puis du coup, on se sent bien au travail également. Okay, pour l'entreprise, ça a quand même aussi des avantages. Ça limite les dépressions. Quand on arrive dans une grosse boîte comme la SG et qu'on sort de l'école, on a souvent un train qui nous arrive dans la gueule. Et en fait, d'avoir un coach, ça, je pense que ça les aide quand même à pas se noyer. Donc, comme Aurélie vous l'a dit, on a une intégration beaucoup plus rapide et moins douloureuse. Donc, voilà, au bout de 2 semaines, elle était capable de pousser du code en prod. On a des gens qui sont beaucoup plus motivés et qui avancent plus vite, comme on les suit et qu'ils se sentent encadrés et qu'ils ont envie d'apprendre et qu'on leur donne les moyens d'apprendre, forcément ils sont plus motivés. Et le dernier avantage, c'est aussi qu'on voit beaucoup plus vite les erreurs de casting. Quand on les suit pas, on a tendance à facilement dépasser la période d'essai et de se dire au bout de 6 mois, lui finalement il fit pas dans la boîte. Et là moi je détecte les erreurs de casting beaucoup plus vite. Non, le dernier truc aussi, c'est que ça permet aussi de valoriser les actions personnelles de progression. Donc moi j'appelle ça comme ça. En gros, un coach qui va me dire que le soir il fait de l'IoT chez lui, donc il travaille avec des Arduino ou qui fait des systèmes embarqués parce que ça lui plaît et voilà, je suis capable de le positionner sur des projets quand je les entends passer. J'ai réussi à faire ça sur un jeune développeur là, qui était passionné d'Arduino et maintenant il code de l'IoT sur le service qui est à côté de nous, quoi. Donc ça c'est vachement utile parce que en tant que dev on a beaucoup de pet projects
On est souvent passionné et c'est vachement difficile pour les entreprises de capter ça. Donc maintenant, on va voir comment on lance une dynamique de coaching et comment on met ça en place dans une entreprise comme celle-ci. Donc déjà, première chose, pour le coaching, il faut être deux. Et il faut que le coach comme le coaché jouent le jeu et connaissent bien leur rôle chacun. Donc le coaché, il doit être honnête et transparent avec son coach. S'il lui dit pas ce qui va pas, s'il lui parle pas de ses problèmes, mais le coach, il pourra pas l'aider. Et donc c'est très très important. Et il doit surtout se rappeler que c'est lui le moteur de sa propre progression. Donc en fait, le coaché, en dehors des séances de speed coaching, tout le reste de la semaine va devoir mettre en place des actions, suivre ce qu'il a dit pour pouvoir progresser. Parce que s'il fait rien, ça tombera pas du ciel. Voilà. C'est pas le coach qui va travailler à sa place. Le coach, lui, doit être honnête et bienveillant. Et en fait, il y a une relation de confiance qui se crée entre le coaché et le coach, justement pour que le coaché puisse dire si ça va pas. C'est vachement difficile en entreprise de dire qu'on n'arrive pas à faire son travail. On a tout de suite l'impression de dire qu'on va se faire virer, quoi. Et donc c'est en ça que la relation de confiance est hyper importante. Pour le coach, ça a aussi l'avantage d'avoir un rapport d'étonnement à chaud toutes les semaines. C'est-à-dire que moi, mes coachés qui viennent d'arriver dans la boîte, ils ont un regard neuf sur tous les processus. Et ils voient très vite les processus qui sont incompréhensibles. Et donc ça permet aussi d'améliorer le service comme ça. Donc oui, la première séance. Alors, la première séance. Donc la première séance... Donc je vais commencer par expliquer le but du coaching. Donc chez nous, c'est progresser plus vite qu'ailleurs et de ne pas se sentir perdu. C'est pour ça qu'on fait du coaching chez nous. Donc on va commencer par définir des objectifs. Nous, notre temps de coaching, il est de 30 minutes. Et 30 minutes, c'est hyper court quand on parle d'humain. Parce que ce qu'on fait, c'est de l'humain. Et pour ça, on va essayer de formaliser justement énormément les échanges. Et donc on va d'abord définir des objectifs, c'est-à-dire les objectifs que le coaché lui-même a envie de se fixer. C'est pas moi qui vais lui fixer des objectifs inatteignables, c'est lui qui va se donner des objectifs. J'ai envie de maîtriser telle librairie, j'ai envie de changer d'éditeur de texte, j'ai envie voilà, de ce genre d'objectifs, parce que au départ, c'est pour lui. Donc les objectifs, ils sont redéfinis à chaque séance. Quand un objectif est atteint, on passe à l'objectif suivant, donc on essaie de trouver un nouvel objectif. Moi, en tant que CTO du service, je vais leur donner aussi les objectifs que moi j'attends d'eux, c'est-à-dire d'être suffisamment capé sur Angular parce qu'on utilise Angular, de maîtriser l'outil de déploiement qu'on a, voilà, ce genre de petits objectifs. Et donc, à l'issue de la création de cette liste d'objectifs, on va faire une checklist qui vont être des questions fermées pour vérifier que l'objectif est atteint ou pas. Donc il va falloir qu'ils répondent oui ou non. Et une fois et donc ça, c'est le premier... c'est la première séance. Et à la fin de cette séance-là, j'explique aussi ce que c'est que le concept de end-on. Et ça, on vous l'expliquera tout à l'heure. Donc après cette première séance, toutes les séances vont se dérouler de la même façon. Et donc je vais vous expliquer comment se déroule une séance classique. Alors déjà, on commence par... donc c'est une session de 30 minutes qu'on fait toutes les semaines, le même jour, à la même heure. Donc ça, c'est très important, il faut que ce soit bloqué dans l'agenda. Ensuite, donc, on commence par une liste de questions officieuses. Donc, par exemple, Nicolas, au début de coaching, propose de prendre un café, me demande comment ça va. C'est très important parce que ça permet de montrer qu'on s'intéresse aussi à la personne avant de s'intéresser au travail qu'il réalise. C'est aussi bien pour instaurer une relation de confiance et de bienveillance. Ensuite, on pose une liste de questions officielles, donc qu'on a défini de 5 à 10 questions pour aller vite, des questions ouvertes pour engager la discussion.
Donc on se demande par exemple qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière séance, sur où est-ce qu'on en est sur les objectifs, sur quoi tu travailles, est-ce que je peux t'aider, est-ce que tu bloques quelque part, etc. Et ensuite, on a cette fameuse checklist dont on vous a parlé. Donc c'est, par exemple, pour un développeur qui travaille sur Angular, ça va être une checklist qui soit adaptée. Donc ce ne sera pas la même pour un développeur qui est sur React, ou pas la même pour un Scrum Master. Et c'est pour voir si on maîtrise les outils qu'on utilise. Donc voilà, donc à chaque fois, on parcourt rapidement cette checklist, on fait oui ou non, est-ce qu'on maîtrise. Et ça permettra au coach de nous inciter à prendre des actions pour pouvoir s'améliorer sur les points qui sont... les points faibles qu'on peut avoir, pour pouvoir progresser. Et ensuite, donc, ça se termine par une discussion où on va pouvoir parler donc de nos projets personnels, des problèmes que l'on rencontre, des questions de relations avec nos collègues, des choses comme ça. Et donc tout ça, toute cette séance, c'est dans le but donc de faire progresser les développeurs, entre autres, donc ça peut être pareil pour les Scrum Masters, mais de progresser. Pourquoi est-ce qu'on veut tant progresser et on veut aider les gens à progresser? C'est qu'un dev qui progresse pas, un développeur qui progresse pas, il s'en va. On a du mal à recruter les talents et c'est insupportable d'avoir un talent qui arrive et qui s'en va au bout de 6 mois parce qu'il a l'impression de s'encrouter dans la boîte. Et c'est vraiment pour ça qu'on a mis en place toute cette méthode de coaching. Moi, je pense qu'on doit utiliser les compétences de nos collaborateurs au maximum de ce qu'ils peuvent donner. Et j'ai trop vu des talents se faire écraser par le poids d'une organisation à coup de faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Ok, donc ça, c'est la mesure, c'est ça? Ouais, la mesure de la progression. C'est extrêmement difficile de mesurer la progression de quelqu'un. Je pense que vous avez tous entendu parler... Vous avez tous entendu parler des objectifs SMART. Donc c'est les objectifs spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporellement. Définis. Voilà. C'est très beau sur le papier, c'est extrêmement dur à définir. Surtout quand on parle de compétences qui sont un peu volatiles comme la maîtrise d'un framework, la maîtrise d'une librairie, la maîtrise d'un outil informatique, c'est extrêmement difficile. Donc ça, si on arrive à en définir facilement, on va le faire. Par contre, moi, en fait, on n'y arrive pas. Et donc pour faire ça, moi, je me sers du peer review. Et donc en fait, je vais aller voir les collègues de mes coachés et je vais leur poser la question: est-ce que tu penses que Aurélie, elle est suffisamment compétente sur Angular? Et si les collègues d'Aurélie me répondent oui, j'ai pas plus à aller chercher. Aurélie, ça veut dire que chez nous, en tout cas, à la Société Générale, elle est capable de travailler sur Angular et elle a le niveau nécessaire pour faire de l'Angular à la Société Générale, et c'est tout ce qui m'intéresse. Elle aura peut-être pas le niveau pour aller bosser chez Google, mais en tout cas, dans notre service à nous, elle a le niveau, et c'est tout ce que j'ai envie de savoir. Et donc pendant ces interviews croisées en fait avec les collègues, je vais aussi récupérer les axes d'amélioration. Ils vont aussi me dire que Aurélie, elle a du mal à estimer les tickets, elle a du mal à... je sais pas, enfin voilà, plein de trucs. Et donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir discuter de ces futurs objectifs. Alors du coup, nous on a donc défini un chemin de progression et ce qu'on appelle le up chez nous, c'est un des jalons qui permet de mesurer, de matérialiser cette progression. Donc chaque niveau de up, il va donner une liste de points précis à maîtriser, c'est cette fameuse checklist qu'on passe en revue. Et une fois qu'on débloque un up, ça donne à la fois des droits et des devoirs. Donc les questions pour passer le up, elles s'adaptent forcément au métier, mais aussi aux projets sur lesquels on travaille. Donc moi, pour passer mon up entre newbie et dev junior, j'avais une liste de questions sur Angular par exemple, parce que je ne faisais pas de React encore à l'époque. Et liste d'objectifs, oui, pardon.
Et donc, voilà, ça va être par exemple connaître les bases Angular, connaître l'infra qu'on utilise, etc. Le développeur, il choisit quand est-ce qu'il passe son up, et le but du coach, c'est de le pousser à le faire le plus vite possible. Donc il va l'aider, par exemple, donc, à prendre des tâches dans le sprint en cours qui vont être adaptées au point qu'il va falloir travailler un petit peu plus. Et donc comme le coach le pousse, le coaché va choisir de passer son up dès qu'il se sentira prêt assez rapidement. Pour passer ce up, c'est une réunion formelle qui se passe avec les managers, le ou les managers, le coach et le coaché. Et le but, c'est de valoriser le coaché auprès de l'entreprise et, voilà, et de pouvoir le faire passer cette étape-là. Donc chez nous, on a défini ces étapes-là. Donc on a le dev, un développeur qui arrive dans la Société Générale, commence newbie forcément. Parce que même s'il a quelques années d'expérience, il ne connaît pas l'infrastructure, tout ce qu'on utilise comme librairie, code, etc. Alors, pas forcément la Société Générale en général, Oui. mais en tout cas dans notre service chez Fast IT. Voilà. Donc du coup, après, il va pouvoir passer son up plus ou moins rapidement en fonction de ce qu'il connaît, mais au début, il commence newbie. Ça permet aussi de valider le passage ou non de la période d'essai pour les managers. Donc si jamais on passe notre up, c'est que voilà, on a les compétences et on est capable d'apprendre. S'il y a un problème, eh ben, ça peut se détecter très rapidement. Ensuite, donc, il y a le dev junior, ça prend 9 à 12 mois en général. Une fois que le développeur va passer dev senior, il va pouvoir à son tour avoir un coaché. Donc on estime qu'il a le niveau suffisant pour pouvoir coacher quelqu'un. Et ensuite on a Dev Archi, donc là c'est quand on commence à maîtriser toutes les infrastructures, à remettre en cause les process, des choses comme ça. Les principes d'architecture. Et ça marche aussi pour les Scrum Masters, et on veut le mettre en place pour les designers et les managers un jour. Mais pour les Scrum Masters, on a pareil, newbie, Scrum Master junior, Scrum Master et coach agile. Voilà. Et donc l'après-séance, donc même entre les séances de coaching, on continue quand même donc à avoir une relation coach-coaché, et le coaché va pouvoir appeler son coach en permanence, et c'est le principe du hand-on qu'on va s'expliquer. Donc le hand-on, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Donc le hand-on, c'est issu du système de production de Toyota, donc ça vient du Lean. Et en fait, chez Toyota, quand un ouvrier sur une ligne de production détecte un défaut sur une pièce, il a le devoir d'arrêter complètement la chaîne de production totale de Toyota. Donc il appuie sur son petit bouton et ça arrête complètement la chaîne de production. Donc ça, pour éviter la propagation en fait des défauts dans la chaîne, et pouvoir remédier le plus vite possible en fait aux défauts. Chez nous, le hand-on, c'est que quand un coaché est bloqué, donc il ne sait pas comment continuer la tâche sur laquelle il est en train de travailler, il a le devoir d'appeler son coach. Et donc le coaché, c'est la seule personne qui a le droit d'interrompre n'importe quand son coach. Un de nos standards, c'est que le coaché doit pouvoir appeler son coach en moins de 3 clics sur son téléphone. En fonction de ce que le coach est en train de faire, s'il est en réunion, forcément il va pas forcément sortir de la réunion, sauf s'il peut. Mais en tout cas, ça permet de savoir qu'un coaché est bloqué et d'aller le débloquer le plus vite possible. Ça évite d'avoir des juniors qui vont passer une demi-journée ou une journée complète bloqués sur un bug débile que les devs un peu plus seniors ont déjà vu 30 000 fois et sont capables de résoudre en 2 clics, quoi. Donc pendant ce hand-on, enfin sur un hand-on, le but du coach, ça va pas être de résoudre la solution, enfin de solutionner le problème pour le coaché, ça va surtout être d'amener le coaché à comprendre la démarche qui lui permettrait de se débloquer. Donc normalement la qualité des hand-on doit augmenter au fur et à mesure. Moi j'ai eu beaucoup, enfin là sur le début de l'année, j'ai eu beaucoup de hand-on qui étaient plus ou moins débiles. Et depuis 6 mois, là, depuis juin-juillet, j'ai plus aucun hand-on inutile, quoi. J'ai plus que des trucs hyper intéressants. Nico, on n'arrive pas à tester cette librairie, comment est-ce qu'on peut faire pour faire un mock de notre web service, voilà, des choses beaucoup plus utiles.
Euh, Le coaché, il est autonome, Voilà. et donc si jamais on n'a pas besoin de lui, il n'est pas sur notre dos et il regarde pas par-dessus notre épaule en permanence pour savoir si on est coincé. Voilà, c'est à nous de faire la démarche de l'appeler et il va pas venir si on l'appelle pas. C'est ce qu'on appelle tirer le hand-on en fait. Mais mes coachés doivent venir tirer du hand-on chez moi. Ok, donc un petit peu de rétro. Donc ça fait 2 ans et demi qu'on fait du coaching comme ça. Donc la méthode a beaucoup évolué et continue à beaucoup évoluer. Dans les derniers mois, moi j'ai rajouté une composante craftsmanship au milieu de toute cette notion de coaching. Et on a rencontré quelques erreurs. Enfin, on a fait beaucoup d'erreurs. On vous a dit au début qu'il n'y avait pas de relation hiérarchique entre le coach et le coaché. Voilà, pendant la séance de coaching. Ça peut poser des problèmes. Moi, j'ai eu des problèmes de conflit d'intérêts avec mon coach, qui était un dev de l'équipe. Et moi, j'étais son CTO, et on a eu des problèmes de conflit d'intérêts à ce niveau-là. On a des coachs qui comprennent pas non plus le principe, et donc qui sont pas honnêtes et qui jouent pas le jeu, et résultat ils sont complètement paumés et ils le disent pas, et s'ils me disent pas qu'ils sont paumés, je peux rien faire. Ça nous a ça a été un peu difficile avec un de mes coachés. La notion de hand-on qu'on évoquait juste avant là, ça peut être hyper perturbant pour les coachs. Nous, on estime qu'un coach peut avoir entre 4 et 5 coachés, 4 et 6 coachés. On peut se retrouver très facilement à ne faire plus que du hand-on. La résolution de problèmes comme ça peut être hyper time consuming. C'est encore quelque chose qu'on est en train de travailler pour voir comment continuer à faire évoluer les développeurs sans qu'ils restent bloqués et à moins déranger les coachs. C'est un peu difficile. Voilà, donc c'est vraiment un système qui est en cours d'évolution, qui est en cours d'adaptation. Ça doit s'adapter à chaque couple coach-coaché. Moi, entre guillemets, coach pas, mais coacher de la même manière. Ils n'ont pas tous les mêmes attentes, pas tous les mêmes besoins, et c'est vraiment quelque chose comme l'agilité qui doit s'adapter à tous les besoins. Donc du coup, en 2 ans et demi, 3 ans, à Société Générale, on a fait plus de 5000 heures de coaching, en comptant aussi les prestataires qui le font aussi. Donc on a aujourd'hui 15 coachs et 70 coachés, sachant qu'un coach est aussi coaché. Et donc voilà, tous les acteurs sont convaincus, nous aident à améliorer en permanence le système, puisqu'on discute entre nous de qu'est-ce qui va pas, notamment le problème des hand-on qui ont tendance à devenir plus pertinents avec le temps, mais maintenant en session de speed coaching au début, quand on est junior, on reparle des hand-on de la semaine pour pouvoir voir comment ils auraient pu être améliorés pour les rendre plus pertinents. Et donc on continue à le faire, et même maintenant tous les développeurs qui arrivent, on leur propose systématiquement par défaut de faire le coaching. Voilà, et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'entre chaque up ou s'il y a un problème entre un coach et un coaché, parce que des fois il n'y a pas forcément le feeling, on peut demander à changer de coaché ou à changer de coach. Voilà. Et on s'est recommandé entre chaque up, histoire de voir des choses différentes et d'avoir des interactions avec d'autres développeurs. Merci pour votre attention, et puis on répond à vos questions.